C'est une boîte qui me parle. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est une boîte que je trouve excellente aussi et donc c'est un titre que je me vois garder très très longtemps. Alors j'avais fait vraiment tout ce qu'il faut pas faire puisque j'avais mis que sur 2 projets littéralement. Alors que j'aurais dû mettre sur, je sais pas, 10 projets différents sur et 10 projets sur... Bonjour à tous, bienvenue dans une analyse de patrimoine un peu spéciale puisqu'elle fait suite au challenge que je vous ai lancé le 26 janvier. Si on atteint la barre des 100 000 abonnés avant le 15 avril, je ferai une analyse de mon patrimoine sur cette chaîne, ici même, dans ce beau studio. Le 15 avril, le jour J, il nous manquait 961 abonnés pour être exact, pour atteindre le challenge. On peut donc dire challenge raté, mais on était quand même tellement proche que je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose pour vous. Puisqu'au final, on a atteint la barre fatidique des 100 000 abonnés 3 jours plus tard, le 18 avril, donc franchement énorme. On a gagné 40 000 abonnés entre le moment de l'annonce du challenge et le 18 avril. Alors évidemment, c'est pas que avec le challenge, hein, c'est grâce aussi au travail des équipes qui se donnent à fond pour vous faire 2 contenus par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, que ce soit la grève, que ce soit les vacances. Nous, on continue de sortir des contenus. Mais du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais pas vous révéler tout mon patrimoine, mais par contre, je vais vous partager ma stratégie, d'une part, et ensuite, je vais vous révéler certaines parties. J'en garde quand même un peu sous la pédale pour peut-être le challenge des 500K, par exemple, mais je vais vous révéler certaines parties qui, je pense, seront intéressantes pour vous. C'est parti. Du coup, profil entrepreneur de 33 ans, et oui, je n'ai pas 15 ans, hein. Je pense que j'ai l'air jeune, mais je suis plutôt âgé, déjà 33 ans. Je me paye le minimum pour éviter de me faire assommer par l'IR. J'ai un train de vie quand même relativement modeste. J'ai été marié avec un patrimoine de 0 € et peu de connaissances financières, donc je n'ai pas d'héritage. Je m'auto-certifie sans héritage pour l'instant, mais en tout cas, je n'avais pas de patrimoine ou de pécule pour commencer. Alors, j'ai quand même eu de la chance puisque mes parents m'ont financé une partie de mes études. J'ai pris un emprunt à l'époque que j'ai remboursé depuis, mais voilà, je n'avais pas de patrimoine. Et je n'avais pas beaucoup de connaissances financières non plus, même si ça m'intéressait fondamentalement. C'était la finance qui m'intéressait et pas vraiment l'investissement ou les finances personnelles. J'ai découvert les ETF en 2011 pendant mon apprentissage chez Sanofi. Je salue l'équipe avec laquelle je travaillais. Donc on gérait les fonds de pension de Sanofi, c'est à peu près 12 milliards d'euros à l'époque. Je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Et on faisait une rotation du portefeuille de fonds actifs vers les ETF. Donc si aujourd'hui vous voyez autant de choses dans Finari qui poussent les ETF, c'est grâce à cet apprentissage de l'époque. La réalisation d'un cash-out en 2019 suite à l'IPO, l'introduction en bourse de Trainline, m'a fait prendre conscience de la nécessité de prendre en main mes finances personnelles. Donc Trainline, qu'est-ce que c'est? C'est une app pour réserver des billets de train. J'ai travaillé pour cette plateforme. J'ai travaillé avant pour une plateforme qui s'appelait Capitaine Train qui a été rachetée par Trainline. Et le groupe Trainline a été introduit en bourse pour 2 milliards d'euros à la bourse de Londres. Alors, j'étais pas ni fondateur, ni très gros actionnaire, mais c'est vrai que j'ai fait un petit cash-out sympa. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'allais devoir investir pour la première fois de ma vie parce que j'avais plusieurs centaines de milliers d'euros qui étaient là à ma disposition. Pour cela, j'ai d'abord travaillé avec un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. J'avais des connaissances relativement basiques à l'époque, donc je me suis dit, je vais prendre un expert pour qu'il m'accompagne. J'ai rapidement compris que nos intérêts ne pouvaient être alignés et qu'il n'allait jamais être capable de me fournir un bon tableau de bord. Voilà, ça m'énervait énormément parce qu'en fait, d'une part, il y avait le problème des commissions. Donc je me disais, mais lui, il est commissionné sur des choses qu'il me vend. Donc comment il peut être complètement impartial? Je voyais vraiment pas comment c'était possible. Et d'autre part, il n'y avait pas de tableau de bord. Enfin, il n'était pas capable de me dire combien j'avais. Enfin, si, il était capable de me le dire, mais il m'envoyait des Excel, quoi. Donc moi, ce que je voulais, c'était tout simplement avoir quelqu'un qui soit indépendant et je voulais avoir un tableau de bord. J'avais ni l'un ni l'autre, donc je me suis dit, je vais créer Finari pour déjà avoir mon tableau de bord à moi et celui de Julien, mon associé. Et à partir de là, on l'a envoyé à des amis. Ça a pris comme ça. Mais à l'origine, c'était vraiment pour notre besoin parce qu'on investissait dans des classes d'actifs assez variées et donc il y en avait un peu de partout. Donc aujourd'hui, je gère mon patrimoine seul. Mon objectif, j'en ai qu'un en fait. Mon objectif, c'est l'indépendance financière. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être libre et donc pouvoir travailler à mon rythme et vivre à mon rythme. Donc ça veut pas dire partir à la retraite, ça veut pas dire d'aller à Copacabana boire des cocktails ou jouer au volleyball. Moi, ce que je veux, c'est choisir quand je travaille et quand je travaille pas et surtout choisir l'intensité que j'y mets. Et donc, j'ai pas forcément de chiffres en tête, mais tout ce que je veux, c'est de pouvoir maintenir un style de vie. Comme je disais, je suis pas hyper dépensier, mais j'aime bien avoir des choses de qualité. En tout cas, je n'attache pas d'importance au luxe. Donc pour moi, c'est pouvoir continuer à financer ce train de vie. Donc c'est pour ça que j'investis. C'est pour arriver le plus vite possible à ce stade-là. J'ai un profil de risque élevé, maximal, j'ai envie de dire, parce que je suis d'une part entrepreneur, donc forcément, on est obligé de prendre des risques, et d'autre part parce que j'ai pas vraiment j'ai subi des grosses pertes latentes par le passé parce que j'ai investi dans les actions évidemment, mais dans la crypto, etc. Donc j'ai pas vraiment de problème à subir des pertes latentes. Généralement, de toute façon, moi, je suis là pour le long terme, donc
donc je ne fais absolument rien, si ce n'est même de réinvestir si j'ai des liquidités à ce moment-là et que j'ai vraiment une conviction. Donc ça n'a pas vraiment d'impact sur ma stratégie. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir les rendements les plus intéressants. Et j'ai envie de passer le moins de temps possible sur mes finances. Alors c'est assez paradoxal parce que toute la journée, je regarde Finari et je travaille dessus. Mais in fine, moi, ce qui m'intéresse, et c'est d'ailleurs la vision que j'ai pour Finari, c'est que ce soit un outil qui vous permette de gérer vos finances avec très peu de temps passé et donc qu'on s'occupe de la majorité des choses. Dans mon cas, je passe moins d'1 heure par mois, je passe très peu de temps en réalité dessus, peut-être un peu plus au moment des impôts, peut-être un peu plus quand il y a un truc un peu complexe, mais sinon c'est vraiment très très court. Du coup, ma stratégie, qu'est-ce que je fais? Eh bien, bon, pas vraiment de surprise, hein, ETF, alors je suis à fond dans les ETF évidemment, sur 2 supports, d'une part le PEA que j'ai ouvert, je regardais, il y a 4 ans et demi, donc là je vais débloquer l'avantage fiscal dans 6 mois, plutôt sympa. À l'époque, bon, vu que j'avais fait un gros cash out, je faisais des DCA de 10 000 € par mois, donc j'ai commencé en 2019. Là j'ai mis en pause parce que j'ai fait vraiment l'erreur classique et je me souviens assez bien, c'était assez intéressant. J'avais appelé un entrepreneur à succès qui avait beaucoup plus d'argent que moi et je lui ai demandé est-ce que je dois investir tout maintenant sur les ETF ou je dois investir progressivement. Il m'avait dit écoute, tu peux faire du DCA, c'est très bien, mais la réalité c'est que le plus rentable c'est de faire du lump sum, donc c'est d'investir d'un coup. Il m'avait envoyé l'étude Vanguard que je vous montre régulièrement maintenant et voilà, il m'avait dit qu'il l'avait fait lui et que évidemment ça faisait peur. Et à l'époque moi je me sentais pas de le faire, donc je lui ai dit ok, je prends l'information mais je préfère faire du DCA parce que moi j'ai envie de pouvoir dormir et que je venais de travailler quand même 4 ans d'arrache-pied pour gagner cet argent, c'était pas pour pour prendre 40%. Et à l'époque je me sentais pas encore aussi à l'aise. Donc j'ai fait du DCA, finalement ça a plutôt bien marché. J'ai recalculé il y a quelques mois, si j'avais fait du lump sum j'aurais gagné plus évidemment. Enfin évidemment non, mais en tout cas dans mon cas c'est ce qui serait arrivé, donc l'étude aurait été vérifiée. Mais donc aujourd'hui j'ai arrêté, j'ai encore quelques liquidités, j'attends un retournement de marché qui n'arrivera peut-être jamais. Donc voilà, bon c'est très peu de mon PEA, je crois que c'est 8% de liquidité sur le PEA, donc c'est pas énorme. Et après les ETF, c'est assez basique, hein, MSCI World. J'ai commencé par le MSCI World. À l'époque je prenais aussi du S&P 500, bon ça n'avait pas vraiment de sens et du coup maintenant je suis quand même très S&P 500 et d'ailleurs c'est ma meilleure ligne. Assurance vie, alors j'aime bien l'assurance vie. Bon j'ai pris date parce que voilà il y a un compteur à lancer et qu'à un moment le plafond du PEA va être atteint, on y est quasiment là. Et en parallèle, l'assurance vie, ce que je trouve sympa c'est qu'on peut mettre en place des prélèvements, des versements programmés et le compte est débité automatiquement. Donc ça va bien dans ma thématique de dire je passe moins d'1 heure par mois dessus puisque concrètement je ne fais rien. J'ai une ligne sur mon assurance vie, c'est MSCI World et c'est un MSCI World, alors c'est distributing, donc c'est un ETF distribuant de mémoire, mais c'est pas très important parce qu'en fait ils réinvestissent automatiquement le dividende. Bon voilà, donc vraiment je pense que j'ai fait le plus simple possible et je paye au total 0,9 de frais, j'ai 0,6 de frais d'enveloppe, 0,3 de frais d'ETF. C'est pas très cher, gestion libre évidemment, je fais pas de gestion pilotée, mais c'est relativement simple. Je pourrais arrêter de contribuer dessus, mais voilà, vu que c'est simple, c'est mis en place, j'avoue que je me laisse un peu aller et je me laisse porter. L'objectif, ça serait d'avoir la même sur le PEA. Alors le PEA, le problème, c'est qu'on peut pas faire d'action fractionnée pour l'instant, donc ça rend le versement programmé un peu plus compliqué. Sachez que chez Finari, on y réfléchit activement pour pouvoir vous offrir un PEA un peu plus moderne que ce qui existe. Action, alors oui, je fais des actions, je fais du stock picking. J'ai mis un montant, et je vais vous montrer ce compte-là parce que je pense que c'est intéressant. J'ai mis un certain montant sur mon compte il y a quelques années et depuis, j'ai plus jamais touché. Et donc, depuis, voilà, j'achète des titres, j'en vends de temps en temps. Du coup, ce compte titre qui date quand même déjà un petit peu, je dirais que ça date de l'époque de 2019, hein, le moment de l'IPO. Donc voilà, on est sur une perf qui est sympa. Je suis hyper exposé aux US, ouais, bon, là, il y a peut-être un petit bug, 102% des US, mais surtout, j'ai quasiment que de la tech et de l'énergie, vous allez voir ce que j'ai. Comme je vous ai dit, c'est vraiment, j'ai un montant là, donc j'ai 25 000 € dessus, je touche plus vraiment, j'ai plus contribué depuis très longtemps, et donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vends des titres, mais là, j'ai surtout envie de garder des titres à vie. Moi, j'aime bien Microsoft, voilà, c'est une boîte que je trouve impressionnante, et surtout, en fait, ce qui m'a convaincu dans Microsoft, c'est quand ils ont réussi à exécuter extrêmement bien la transition de Bill Gates et Steve Ballmer vers les nouveaux dirigeants, et en plus, quand ils se sont positionnés sur OpenAI, qu'ils ont réussi à vraiment prendre un peu prendre le pouvoir quasiment, ou pas prendre le pouvoir, mais en tout cas profiter du chaos qu'il y avait chez OpenAI pour se repositionner et en plus faire un investissement très tôt, ça c'était encore avant. Je trouvais que c'était vraiment probablement la boîte tech, en tout cas c'était la boîte tech que je voyais le plus réussir après Nvidia évidemment, mais Nvidia j'avais complètement raté le train, je me voyais pas rentrer à ce prix, au prix délirant, c'est peut-être une erreur. Mais en tout cas du coup j'ai pris du Microsoft à ce moment-là, bon la position est un petit peu bénéficiaire. Amazon c'est une boîte que j'adore parce que je suis client, je trouve que c'est incroyablement pratique, j'ai un Kindle pour lire et j'achète je pense littéralement 5 livres par semaine, donc j'adore, je me fais livrer tout le temps des trucs. Je trouve que AWS,
leur business de serveur est extrêmement puissant. C'est une boîte qui est extrêmement bien placée aussi pour l'IA. Donc c'est une boîte qui me parle. Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Même s'il est plus opérationnel aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a créé une culture de l'excellence. Donc c'est une boîte que je trouve excellente aussi. Et donc c'est un titre que je me vois garder très très longtemps. Alors ExxonMobil, c'est ma meilleure ligne. Je suis pas particulièrement fan des pétrolières, je vais pas vous le cacher. Mais la réalité, c'est que on va regarder, je l'ai acheté à 36 $, non pardon, 38 $. Et en fait, il y a eu un moment où les pétrolières étaient vraiment incroyablement peu chères. Donc vous voyez, c'était de mémoire, voilà, c'était la période, c'était après le Covid en fait. On pensait que concrètement, il n'y allait plus jamais avoir d'avion, il n'y allait plus avoir de voiture, qu'on allait se déplacer en charrette, je sais pas. En tout cas, tout le monde a paniqué. Bah là, il y avait un point d'entrée incroyable. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'avais pas non plus des liquidités énormes sur ce second titre. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre un petit peu et je vais voir ce qui se passe. Donc j'avais mis, bah voilà, 2000 €, un peu moins même. J'avais vraiment mis très peu. Mais il se trouve que ça a très bien marché. Donc on est à plus de 113%. C'est une ligne que je garde, qui paye un dividende. J'ai pas une super forte conviction dessus. Mais j'aime bien parce que ça contrebalance la tech. Généralement, quand la tech va mal, les matières premières vont plutôt bien. Et là, ça a bien fonctionné ensemble. Donc j'aime bien, voilà, ça y rééquilibre. Et la dernière ligne, c'est Apple. Donc là, on est à plus 28%. Ce qui est pas trop mal, mais surtout Apple, en fait, c'est un peu un truc principiel que j'ai chez moi. C'est que j'achète du Apple à chaque fois que j'achète un produit Apple, et j'ai tous mes produits sont de chez Apple, mon téléphone, etc. Donc dès que j'achète un Mac, un ordinateur, alors ça m'arrive pas non plus tous les 4 matins, mais j'en achète quand même relativement souvent, eh bien j'achète en parallèle des actions de la société Apple pour rééquilibrer ça. Il y a plein d'études qui sont assez marrantes qui montrent que si vous aviez pas acheté un Mac il y a 5 ans, mais plutôt les actions, vous auriez aujourd'hui pu acheter je sais pas combien de Mac. Et donc moi ça me parle, et c'est une boîte que je trouve incroyable. Donc je vois un gros potentiel. Évidemment, c'est pas du tout, je suis pas le premier sur la valeur, ça fait des années qu'elle cartonne. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon portefeuille un peu plaisir, et c'est vraiment des valeurs, à l'exception d'ExxonMobil, dont je ne suis absolument pas client, enfin qui ne m'intéresse pas spécialement, qui était plus un coup opportuniste. C'est vraiment des valeurs dans lesquelles je crois et que je ne compte pas vendre, sauf changement drastique de stratégie ou catastrophe complète, où je sais pas, la tech devient obsolète et en fait on revient au Minitel. Bon là peut-être que je vendrai toutes ces actions parce qu'elles n'auront plus beaucoup d'avenir. Quoi d'autre? Immobilier locatif. Alors ça j'en ai déjà un peu parlé. Je fais de l'immobilier locatif. J'ai fait une opération il y a quelques temps. Donc celle-là je l'ai faite quand? Je l'ai faite de fin 2023, enfin septembre 2023. Donc là c'est quoi? C'est du meublé en location saisonnière. Donc concrètement je loue sur Airbnb. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une analyse, une vidéo dédiée à la location Airbnb. Je trouve que c'est assez intéressant. Moi en tout cas j'ai appris beaucoup de choses en le faisant. Alors des bonnes choses comme des choses très désagréables. Mais en tout cas c'est un bien qui est relativement rentable quand même. Il est très petit en fait, 30 mètres carrés, et je le loue en moyenne. Alors ça dépend, c'est entre 1000 et 1500 € par mois. Évidemment ça dépend de la saisonnalité. C'est une location assez touristique donc c'est en Savoie, c'est à Aix-les-Bains. Donc de temps en temps il y a beaucoup de monde. Donc typiquement là ça commence à se remplir très fortement. En octobre-novembre c'était vraiment très très vide, donc on était plus sur des rentas pas terribles. Donc en moyenne, c'est ce que j'estime. Pour l'instant j'ai pas une année d'ancienneté, mais en tout cas c'est ce que je vois là pour l'instant. Donc c'est une opération qui, je pense, est cash flow neutre. Là j'ai plus de 215 € de cash flow, mais en fait j'ai vu que c'est un appartement neuf, j'ai tout le temps des petits soucis dessus. Enfin, il est pas neuf mais il a été rénové, donc il y a tout le temps des petits ajustements à faire. Et ce que j'avais complètement sous-estimé, c'est aussi l'usure qui est extrêmement rapide. Donc vu qu'il y a énormément de turnover, les gens, j'ai l'impression qu'ils respectent quand même un peu moins les biens, etc. En tout cas certains. Et donc tout se dégrade assez vite parce que c'est tout simplement beaucoup utilisé. Donc c'est une bonne opération. Est-ce que je referai un Airbnb? Clairement non en l'état, parce que ça demande trop de boulot et que en fait dès que vous avez un mauvais avis, c'est la catastrophe. Vous pouvez vous faire bannir d'Airbnb. D'ailleurs on peut aussi aller sur Booking. Moi j'ai aussi mon appartement sur Booking, c'est pas mal. Ça rapporte à peu près 10% des bookings, enfin des réservations, 90% ça vient quand même d'Airbnb. Mais c'est vraiment super important d'avoir une belle annonce, des belles photos. Là je suis passé super haute il y a quelques temps, ça m'a donné un boost de dingue. Donc ça prend du temps, c'est intéressant. Clairement je le referai pas. Là Finari m'estime en moins-value, ce que je pense être plutôt correct. Je l'ai acheté assez bien quand même, je l'ai acheté à 153 000, mais après évidemment j'avais des frais, j'avais plein de trucs. Donc je l'ai fait financer par un emprunt avec un différé partiel. D'ailleurs c'est la première fois que je le faisais. Donc concrètement j'ai pas payé j'ai pas remboursé de capital pendant 6 mois, le temps de commencer à rentrer de la trésor, ce qui était franchement une bonne idée. Et honnêtement j'ai simplement demandé à la banque en leur expliquant que je lançais l'activité. Ils m'ont dit pas de souci, et voilà, c'était à peu près plié. Est-ce que j'aurais pu avoir 12 mois? Peut-être. En tout cas ils étaient pas super motivés pour me les donner, mais peut-être que j'aurais pu négocier un peu plus. En tout cas c'était sympa parce que du coup je payais que les intérêts. Donc dans mon cas les intérêts là c'est 333 € au lieu de payer les intérêts plus le capital, donc 872 €. Le taux de mémoire il est à 3,25%, donc c'est pas non plus un taux de dingue par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années, mais ça reste quand même un peu
en deçà de ce qui se pratique maintenant là sur le marché. C'est un emprunt sur 15 ans. Moi, ça me va bien. J'ai mis un petit apport. C'est une opération qui s'autofinance, mais qui est franchement galère. Et si vous voulez faire du Airbnb, ma reco serait vraiment de le faire dans votre région et de le faire proche de chez vous parce qu'il y aura tout le temps des petits problèmes à régler. Les boîtes à clés qui sont cassées, le locataire peut plus rentrer, le locataire peut plus sortir, l'alarme qui se déclenche. Enfin bref, je pourrais faire une vidéo d'horreur sur ça. Donc si vous êtes comme moi à 600 km du lieu, croyez-moi, c'est moralement assez pénible. Donc ça vaut pas le coup franchement pour un petit cash flow comme ça. Bon, l'autre appartement, je pense qu'il est en train de devenir connu mondialement. Celui-là, c'est le fameux T2 à Chambéry. Je l'avais montré dans la vidéo sur l'immobilier locatif, je vous remets un lien ici. Celui-là, il est plus rentable et j'avoue que je le préfère parce que c'est de la location annuelle. Donc c'est du long terme. Je le loue là à quelqu'un en ce moment. La personne, alors je viens d'avoir une rotation locataire, mais j'espère que cette personne restera un peu plus longtemps. Franchement, si la personne reste 1 an, moi ça me va très bien. Ce qui compte surtout, c'est savoir à quel moment la personne part. Parce que si la personne part maintenant, là honnêtement, c'est quasiment la pire saison. Il y a beaucoup moins de demandes. Si elle part en août, vous êtes super content parce qu'en fait, vous allez pouvoir prendre tous les gens qui veulent se loger pour la rentrée. Donc, il y a vraiment une logique des rotations à trouver et qui se maîtrise pas du tout. Hein, donc, c'est complètement la roulette. Maintenant, toujours est-il que pour l'instant, j'ai jamais eu de problème sur cet appartement. Alors, j'ai eu des problèmes, mais j'ai pas eu de problème d'impayé, etc. Donc, je touche du bois. J'espère que ça va continuer. C'est une bonne opération. Finari me l'estime à 135 000. Je pense qu'il vaut un peu plus. Je pense qu'il vaut 145 000, quelque chose comme ça. Est-ce que j'en ferai un autre en location longue durée? Peut-être, pour le coup. Peut-être. Maintenant, je vous cache pas que c'est quand même très chronophage. Et vous voyez, pour le TRI, bon, le TRI est sympa, mais il est pas non plus dinguissime. Je suis pas un expert de l'immobilier. J'ai pas fait de travaux, donc j'ai acheté en l'état. Donc, je pense que il faudrait que j'ai une grosse conviction sur un bien pour y aller parce que ça demande quand même un temps de dingue. Pour le coup, là, j'ai un emprunt qui est super bien parce que j'ai un emprunt à 1,1%. Voilà, je l'avais déjà montré dans la vidéo sur l'immobilier. Donc là, c'est top. J'ai une mensualité qui est vraiment très faible parce que les intérêts sont très faibles. Donc, forcément, le loyer, il est à 760 hors charge. Ça me coûte 540. Donc, oui, j'ai des charges, etc. Mais au final, je m'en sors pas trop mal. Pareil, pour moi, le but, c'est de faire du cash flow neutre et c'est pas du tout d'aller chercher des rentas de dingue. Moi, ce que je veux, c'est que l'opération s'autofinance et y mettre le moins de temps possible. Donc là, ça y répond. Avec le recul, je sais pas si, encore une fois, je referai ces opérations. En tout cas, je sais pas si je vais en faire d'autres. Après les actions, la crypto, évidemment. La crypto, j'avais longtemps arrêté d'investir. Là, je m'y suis remis parce que il se trouve que j'ai lancé un produit dans la crypto. Donc forcément, c'était l'opportunité. Donc je fais un DCA de 100 € par semaine, Bitcoin, Ethereum. Donc relativement standard, franchement, rien de super exotique. Et donc voilà, aujourd'hui, le compte, il a fait quand même une performance sympa, hein, plus 64%. Il est monté plus haut, c'est redescendu évidemment avec la baisse des cryptos, mais moi je continue d'investir. En fait, ça n'a aucune importance pour moi. Aujourd'hui, j'ai Bitcoin, Ethereum, je les ai mis en staking en staking et en lending, donc pour générer du rendement dans les deux cas, et donc ça me génère à peu près en moyenne, je crois que c'est entre 2 et 3%, ça dépend des cryptos. Donc voilà, des CA super simples mais efficaces, et l'objectif c'était vraiment pas de passer de temps à y réfléchir et à trouver le bon moment. Donc il se trouve que je l'ai lancé en juillet dernier. Forcément, j'ai eu le temps d'acheter les prix les plus bas. Le prix de la crypto a explosé au cours des 6 derniers mois. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que alors j'aurais gagné plus si j'avais fait un lump sum comme pour les ETF, mais j'y ai pas pensé. Ça s'est fait de façon automatique. Bon, il se trouve qu'en plus c'est ma boîte, donc c'est plutôt sympa, mais surtout c'est vraiment le côté automatisé qui m'intéressait ici, et ça je trouve que c'est vraiment important. Donc si je pouvais avoir la même chose sur tous mes comptes, ça j'adorerais. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez Finari. On veut automatiser un maximum d'investissement pour que on n'ait pas à réfléchir au bon moment pour acheter. En fait, on achète tout le temps. Ensuite, je fais un investissement en startup. Alors on me demande souvent d'investir dans les startups. Si je vous dis non, c'est pas parce que votre startup n'est pas intéressante, c'est juste parce que j'en fais très peu, voire jamais. Donc j'en ai fait quelques-uns. J'avoue que c'est quelque chose qui est tellement risqué que j'ai pas spécialement envie de m'exposer encore plus, étant déjà à risque de par mon job. Donc je préfère investir mon temps sur Finari. Je fais une startup de temps en temps quand c'est vraiment un coup de cœur, quand c'est des amis, quand c'est des gens que je trouve incroyables. Mais sinon, je fais pas de business angel de façon active, et ça m'intéresse un peu moins qu'avant. Avant, j'en faisais un peu plus,
mais bon, j'ai pris quelques grosses tôles, donc je pense que c'est aussi un vrai risque. Je pense que la classe d'actifs est encore une fois très intéressante, mais très risquée, donc ayez bien conscience des risques quand vous investissez en startup. Ce que je ne fais plus, du crowdlending, j'en avais, et c'est assez marrant. Bon, je vais vous les montrer les projets. Donc j'avais mis 12 000 € sur 2 plateformes, Anaxago et Choregraph, et alors j'avais fait vraiment tout ce qu'il faut pas faire, c'est à l'époque, puisque j'avais mis que sur 2 projets littéralement, alors que j'aurais dû mettre sur, 10 projets différents sur Anaxago et sur 10 projets sur Choregraph, ou encore plus de plateformes, etc. Donc voilà, j'étais pressé, comme d'habitude, je me suis précipité. Quand on se précipite, on fait des erreurs, et il se trouve que je suis tanké dans ces 2 projets, puisqu'il y a eu un début de remboursement sur Anaxago, mais ensuite, ça a été bloqué par le marché, tout simplement, ils n'arrivaient plus à vendre des lots dans l'opération que j'avais faite. Et sur Choregraph, il y a eu tout simplement un procès, donc voilà, on est vraiment dans des choses super agréables. Donc je n'en fais plus parce que la prime d'illiquidité, elle est juste pas bonne en fait. Là, je suis tanké depuis des années et je n'ai rien en retour. Alors oui, évidemment, les intérêts continuent à courir, mais honnêtement, je suis plutôt à risque sur mon capital que sur mes intérêts. Donc je n'en fais plus et je préfère largement les positions liquides. Quitte à prendre du risque, je préfère aller me risquer sur les marchés actions où je peux sortir en un clic, et de toute façon, je ne sors pas, mais au moins j'ai l'option à tout moment. Les investissements en startup, j'en ai parlé, j'en fais plus. Je pense que c'est pas quelque chose qui est indispensable. Moi, mon investissement en startup, c'est Finari et c'est au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il aurait pu révéler tout son patrimoine, on était à 961 abonnés. Bah oui, mais le challenge c'était 100 000 abonnés le 15 avril, les gars et les filles. Mais je voulais quand même vous montrer des choses. Alors je voulais vous montrer d'une part qu'il y a des choses où je me suis complètement tanké, typiquement le crowdlending. Il y a des choses où ça a été un peu plus intéressant, et que je fais aussi du stock picking d'ailleurs, parce que souvent je critique le stock picking, mais en fait j'aime ça, mais sur une part quand même relativement réduite de mon patrimoine. Je voulais aussi vous montrer les galères que j'ai en immobilier locatif, parce que oui, les opérations sont rentables, mais oui, c'est compliqué quand même de gérer au quotidien, et les SCPI sont quelque chose qui peut être intéressant dans ce cas-là. Bien sûr, moins de renta, mais beaucoup moins de mal de tête, puisqu'il y a rarement des fuites d'eau et des alarmes incendie qui se déclenchent dans les SCPI. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine à vous, vous postulez dans le lien qu'on va vous mettre ici. Si vous voulez avoir des bons contenus sur la finance personnelle, vous vous abonnez pour qu'on puisse atteindre les 200 000, les 300 000, 500 000, le million. Et là, le million, je sais pas ce qu'on fera. On analysera les patrimoines de toute l'équipe, donc on verra ce qu'on fera. On a le temps, on a encore le temps. Je vous souhaite des bons investissements. Soyez prudents, prenez quand même un peu de risques, et je vous dis à très vite. Ciao.